Quand on entre dans une distillerie, et je ne vous parle pas du centre d'accueil des visiteurs, non, je vous parle bien des entrailles de la distillerie, là où se fabrique le whisky, on est d'abord saisi par les odeurs, par les bruits, par le chuchotement de la vapeur, par le ronronnement ou la fureur des alambics, par l'odeur des céréales, de la fermentation, de la distillation. C'est un organisme vivant, une distillerie, avec un cœur, avec une âme. Et en principe, quand le travail est bien fait, on retrouve ce cœur et cette âme dans le whisky. On le retrouve dans les verres. Pour éclaircir ce mystère, nous avons réuni Julia Mason, qui est la brand ambassadrice de Glenlivet. Bonjour Jules. Et Sébastien Mangan. Bonjour Sébastien. Bonjour. Qui est expert spiritueux chez le caviste parisien Jules, bien connu aussi des Parisiens parce que c'est la première distillerie et l'unique distillerie de Paris qui a été ouverte par Jules également. Et à propos de whisky, Jules, qu'allez-vous nous faire déguster pour accompagner ce deuxième épisode ? Le whisky qu'on va déguster, c'est The Glenlivet, bien sûr, c'est le 12 ans d'âge, mais c'est un peu spécial parce que tous les whiskies The Glenlivet sont spéciaux, bien sûr, mais celui-ci, c'est exclusif pour la France et pour les cavistes en France en plus. Alors, c'est un peu différent aux 12 ans d'âge dans le reste du monde. Qu'est-ce qu'il a de différent ? Bref, c'est que ce whisky est vieilli dans les fûts premier remplissage ayant contenu du whisky américain. Voilà, ça c'est la différence principale. Après, tous les whiskies sont un peu différents, bien sûr. Voilà, c'est le même distillat, ça c'est la similarité. Donc c'est de nouveau un single malt ? C'est un single malt, tout à fait, comme tous les whiskies The Glenlivet. Un single malt, c'est-à-dire que c'est un whisky où tout le liquide vient d'une seule distillerie, dans ce cas de la distillerie dans la vallée de la Livette. Alors, je vous sers. Ah, mais volontiers. Merci. Voilà. Deuxième. Alors, Jules, racontez-nous ce 12 ans Furtsfield. Ok, au prime d'abord, bien sûr, c'est un whisky vieilli dans les fûts ayant contenu du whisky américain. On voit ça quand on voit la robe, la couleur du whisky. Il a une robe pas très éloignée du précédent, pas du Founders Runner. Exactement. Ouais. C'est doré, c'est pas super ambré foncé, c'est assez clair, plutôt doré. Après ça, sur l'année, on est sur un whisky très très gourmand. Bien sûr, il y a énormément d'arômes qui viennent des fûts ayant contenu un whisky américain. C'est très classique en tant que ses saveurs. Caramel, vanille, miel. Le fruit également, là. Tout à fait. À la base, c'est le même distillat que Founders Reserve, que toute la gamme. C'est un whisky fruité à la base. Ça, c'est dans l'ADN de Glenlivet. Tout à fait. Mais ici, on n'est pas forcément sur un whisky plein de fruits frais, d'agrumes, bien sûr, une petite touche, mais c'est peut-être plutôt les fruits secs, les abricots secs. Tout à fait. On sent déjà au nez qu'il y a une suite logique vis-à-vis du Founders, mais qu'il y a une évolution quand même, sûrement due au temps le temps de vieillissement dont on parlera dans l'épisode 3. Tout à fait, parce que Founders, par exemple, il y a un vrai mélange de fûts là. C'est vrai que c'est une proportion plus importante fûts ex-whisky américain aussi, mais il y aura des fûts là, deuxième remplissage, même peut-être troisième remplissage. Ici, on est sur qu'un seul type de fût, premier remplissage, ex-whisky américain. Voilà. Et puis, c'est un whisky qui a 12 ans. Cette fois, on connaît aussi, son âge. Bien sûr, exactement. L'âge minimum de tout le liquide, c'est 12 ans. Voilà. Donc, ça a eu le temps de vraiment prendre les saveurs du fût et de transformer dans le fût. On goûte. Alors, qu'est-ce que vous sentez là dans le verre ? Là encore, on retrouve la suite logique du Founders. On a quelque chose qui amène un peu le fruit, mais c'est plus accentué après, c'est vrai, sur ces notes, je dirais un peu plus de fruits confits. C'est vrai qu'on retrouve quelque chose, on sent déjà qu'il y a un peu plus
peu plus d'âge et que ça a évolué un tout petit peu moins vers la fraîcheur, mais plus vers la maturation. De toute façon, après, c'est vrai qu'en dégustation, c'est important de le rappeler aux auditeurs, c'est que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse finalement. Pas du tout. On a tous notre empreinte, notre mémoire sensorielle, et chaque note de dégustation va nous rappeler quelque chose éventuellement différent. Oui, Et, c'est ça, c'est subjectif Tout à à fait. la base. De toute façon, les goûts sont assez subjectifs, et un même produit peut appeler des choses différentes chez deux personnes, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On pourrait être trois, on est trois tiens, d'ailleurs, à déguster le même whisky et avoir des notes de dégustation différentes. Différent. Et c'est pas un problème du tout. Hein. Pas du tout. Il n'y a pas de mauvaises réponses. Alors ces arômes, excepté évidemment les arômes qui dérivent directement des matières premières, c'est-à-dire de la céréale, de l'orge ou des levures, et des arômes qui ensuite seront apportés ultérieurement par le vieillissement, les molécules aromatiques, elles se créent lors de la fabrication du whisky. Et là, puisque nous sommes entrés dans la distillerie, on va en profiter pour évoquer la fabrication à proprement dite. On commence par le concassage de l'orge. Donc on a notre malt, notre orge maltée, et on la passe maintenant dans un broyeur, dans un moulin, et on va la réduire dans une mouture plus ou moins fine, qu'on va appeler le grist. Grist, c'est ça. Et la concasser pourquoi, en fait ? Pour tout bêtement pouvoir extraire plus facilement le sucre, puisqu'on rappelle, c'est le sucre qui nous intéresse dans l'orge. Et qui intéresse surtout la levure. Et qui intéresse surtout la levure. Donc pour extraire ce sucre, on va d'abord brasser le grist dans un mash tun. Le mash tun, qui est la cuve de brassage, c'est en général l'équipement le plus encombrant dans une distillerie. Il y en a qu'une dans la distillerie. Ouais. Et grande. On dirait une énorme soucoupe volante. Tout à fait. C'est quelque chose d'assez impressionnant, un mash tun. Ouais. Une soucoupe volante qui s'est posée au milieu de la distillerie. Donc c'est l'équipement le plus encombrant, c'était également le plus coûteux à l'achat, faut quand même le dire. Bon, c'est quand même des équipements qui durent longtemps, heureusement. Et quand le grist est pompé vers ce mash tun, on y ajoute ensuite de l'eau chaude. Oui. Et c'est cette eau chaude qui va ensuite être brassée, la plupart du temps. Bon, certains fonctionnent différemment, mais en général, des pales vont brasser le grist avec l'eau chaude, et ça va extraire petit à petit le sucre. Donc, la plupart du temps, on ajoute une eau chaude, puis ensuite, on vide, on récupère ce liquide sucré. On ajoute une deuxième eau plus chaude, puis une troisième, etc. Ça se fait en plusieurs étapes, le plus souvent. Le tout, c'est d'extraire le maximum de sucre possible. Et quand on a récupéré ce liquide sucré, là, on est content. C'est ce qui va nous donner d'abord du whisky. Mais qu'est-ce qu'on fait des résidus de céréales qui restent dans le fond de la cuve ? En fait, rien n'est perdu. Alors, on gaspille jamais ça. Cette drèche, en fait, c'est parfait pour nourrir les bouteilles. Et bien sûr, on est dans le nord d'Écosse. Il y a pas mal de vaches. Il y a pas mal de vaches. Ils sont contents, quoi. Et donc la drèche va nourrir la drèche. C'est comme ça qu'on appelle les résidus donc de céréales qui restent dans le fond de la cuve après le brassage. Donc ça va nourrir les vaches. C'est ça. Okay. Est-ce que on sait si ça leur donne le poil plus bruyant ou... Ah, j'imagine, ouais. Donc ensuite, le petit whisky a évolué là déjà un peu. Il est complètement en train de un peu de s'ouvrir, de se densifier. Là, on a quand même ce côté fruité qui reste, mais bon, c'est pas que ça là, c'est tout à fait. Caramel, vanille. Donc on a maintenant donc du jus sucré, et avec ce jus sucré, on va pouvoir passer à l'étape de fermentation, puisque c'est là donc pendant la fermentation que vont se créer les arômes grâce à l'action des levures. Tout à fait. Ces petites levures, ces petits champignons très gourmands qui viennent, comme on le disait dans l'épisode 1, manger le sucre qui est apparu après la germination. Ce sucre, en fait, c'est leur gourmandise. Et en mangeant ce sucre, elles vont donc l'enlever finalement de la matière et recracher de l'alcool.
Elles vont recracher de l'alcool et du gaz carbonique, d'ailleurs. Ça nous intéresse un peu moins, mais c'est aussi pour ça qu'il fait souvent assez chaud à côté des cuves. Et puis, faut imaginer, quand vous êtes à peu près auprès des cuves de fermentation, vous imaginez d'énormes cuves, alors en acier ou en bois, selon les distilleries. À Glenlivet, Jules, les cuves En bois. En bois. Oui, en bois. oui, en bois. Ouais, ça, c'est vraiment un choix de chaque distillerie. Et dans ces cuves, imaginez quand on jette la levure dans le mou, dans le jus sucré, imaginez d'un seul coup que petit à petit, c'est pas immédiat, mais petit à petit, les bulles vont commencer à se créer au fur et à mesure que les levures boulottent le sucre et le transforment en alcool. Donc les bulles vont commencer à apparaître, puis d'un seul coup, ça va être une frénésie, ça va mousser, ça va gargouiller dans tous les sens. Ça peut être assez impressionnant. C'est très vivant, en tout cas. Ouais, Oui, c'est très vivant. Moi, j'ai déjà vu des cuves de fermentation où d'un seul coup, on voyait une partie d'écume blanche qui explosait sur le sol. Bon, alors ensuite, les bulles se calment, et quand les bulles se calment et que le liquide redevient tranquille, c'est signe que les levures ont épuisé tout le sucre et l'ont transformé en alcool. Donc là, on a un liquide qui ressemble un peu à une bière de céréales très douce. C'est une sorte de bière, oui, c'est ça. Qui fait quoi 8 ou 9 degrés. Ouais, à peu près ça, ouais. Normalement, 8. Combien de temps à peu près pour épuisement, le processus de fermentation? Chez The Glenlivet, c'est normalement 56 heures. Oui. Là, ce qu'on recherche, c'est vraiment un goût. Ensuite, on va aller chercher un goût de whisky de poids moyen, très équilibré sur le fruit, effectivement. Et la durée de fermentation va, pour beaucoup, décider du type de whisky qu'on fabrique derrière. Oui, c'est là où on crée plutôt les saveurs fruitées, par exemple. Le style. Le style, mais après, c'est aussi, bien sûr, lors de la distillation où on essaye de garder ces saveurs ou de faire un autre type de whisky. C'est vraiment... oui, mais c'est là où on crée ces saveurs fruitées à la base. Alors, cette bière, le brassin, on appelle ça un brassin, on l'emmène ensuite dans les alambics. Et là, on arrive quand même dans la partie la plus spectaculaire d'une distillerie, quoi. La salle des alambics, c'est quand même toujours un moment de la visite qui coupe le souffle, non? Ouais, tout à fait. Ces monstres imposants de cuivre qui sont en effervescence pour distiller, c'est quelque chose toujours de très impressionnant à la première visite. Puis c'est vrai que c'est magnifique, quoi, ces monstres de cuivre, c'est spectaculaire. Et en fait, surtout chez The Glenlivet, parce que nos alambics sont énormes, très très longues, et c'est ça ce qui nous permet de faire ce qui est une distillation assez lente, très très maîtrisée par le maître distillateur. Les alambics avec les très très longues cols de cygne nous donnent une distillation lente. Ouais, c'est vrai que le choix de la forme et de la taille des alambics, c'est absolument pas anodin. C'est crucial. C'est vraiment déterminant dans le style de whisky qu'on va produire après. Même s'il y a une bosse dans le métal, là, ça va changer le whisky. Voilà. Ce qui est essentiel, c'est de toujours garder la forme de l'alambic. Là, ils ont quelle forme? Une forme plutôt en poire, en oignon? Je dirais plutôt poire longue. Voilà. Poire. Ouais, poire, ouais. C'est vrai que les alambics, tout comme les verres, finalement, ont un effet sur les molécules. Finalement, la forme va conduire finalement comme un cheminement pour les molécules et tout ce qui va être aromatique et va retenir certaines choses en fonction de sa forme finalement. D'ailleurs, certains alambics possèdent des espèces de renflements au niveau de la taille, quoi, comme des bouées. Et ça produit du reflux. Ça produit tout bêtement davantage de reflux. Donc plus l'alambic est un peu compliqué, plus les vapeurs d'alcool vont suivre un chemin compliqué. Du coup, plus elles vont ramer et plus elles vont se purifier, pour résumer un peu, quoi. Donc vraiment rien n'est anodin, quoi. C'est bien ce qu'il faut se dire. La fermentation, c'est quelque chose que l'homme connaît et maîtrise et développe depuis des millénaires. C'est-à-dire qu'on fait du vin et on fabrique de la bière depuis des temps très reculés. En revanche, la distillation, elle, n'apparaît qu'au XIIe siècle en Italie, selon en tout cas l'état actuel de nos connaissances, parce qu'on n'a pas encore exploré tout.
Et donc, c'est quand même une science, on va dire, à l'échelle de l'humanité plus récente, la fabrication des spiritueux, et pas seulement des whisky. Mais c'est une science qui reste quand même un peu encore mystérieuse. On voit, c'est d'ailleurs quand on voit les alambics, on se dit qu'il y a toujours une espèce de forme de magie, d'alchimie qui se crée, sauf qu'au lieu de transformer le plomb en or, on transforme tout bêtement le sucre en alcool, qui est pas mal non plus, avouons-le. Comment ça marche? Précisément, la distillation. Le principe de base, il est plutôt simple. Il s'agit de séparer deux éléments, l'eau et l'alcool. On a notre bière, rappelez-vous, et dans cette bière, il y a donc un peu d'alcool et beaucoup d'eau. Or, il faut savoir que l'eau ne bout pas à la même température que l'alcool. L'eau, elle bout à 100 degrés, ça, en principe, on nous l'apprend à l'école, et l'alcool bout à un petit peu plus de 78 degrés, à 78,45 degrés plus précisément. Donc, quand on chauffe notre mélange eau-alcool, notre brassin, au-dessus de 78 degrés, mais en dessous de 100 degrés, l'alcool va bouillir et il va s'échapper de l'alambic en montant sous forme de vapeur. Tandis qu'une grande partie de l'eau, elle, va rester au fond de l'alambic. Donc, les vapeurs d'alcool s'échappent, elles grimpent dans l'alambic, et là, il suffit de les condenser, et on récupère une eau de vie un peu plus concentrée. Donc, on est passé de 8-9 degrés à combien de degrés à peu près, Jules? Après la première distillation, c'est normalement à 25 degrés. Oui, voilà, Et à peu près 25 degrés. Mm. Parfois un peu moins, parfois un peu plus. Tout à fait. En général, les scotch sont distillés 2 fois. Le degré, légalement, il faut que ça fasse au minimum 40 degrés. 40 degrés. 40% oui. d'alcool, donc 25, là, on n'y est pas. Donc, on va distiller une seconde fois. Mm-hmm. On répète, même opération. Et cette fois, on concentre l'alcool, et là, ça sort au-delà de 60-70 degrés, en général, au-delà de 70 degrés, tranquille. Et à ce moment-là, on opère une étape supplémentaire. C'est que cette fois-ci, le distillateur va sélectionner les fractions d'alcool qui sortent de l'alambic. Il récupère pas tout, cette fois. Il va vraiment choisir. Donc, il écarte les têtes de distillation, c'est-à-dire ce qui coule en premier de l'alambic. Ce sont des matières pas souhaitables. Ce sont des substances, notamment le méthanol, ce sont des substances dangereuses, donc on les laisse couler et on les écarte. Ensuite vient la bonne fraction d'alcool, ce qu'on appelle le cœur de distillation, le cœur de chauffe. Et dans un troisième temps, à la fin de distillation sont les queues de distillation. Et là, on ne les garde pas non plus parce que tout ça a un peu un goût de savon. Ils peuvent être rédistillés aussi. Voilà, c'est pas terrible en goût. C'est pas pour boire. Non. Donc, on récupère le cœur, mais en revanche, on collecte les têtes et les queues. Et comme vous l'aviez dit tout à l'heure, rien ne se perd. On redistillera ça plus tard. Mm-hmm. Et d'ailleurs, les coupes de distillation sont vraiment du fait de l'expérience de chaque maître distillateur. L'idée, c'est quand même d'enlever ce qui est nocif avec les têtes et de couper les queues pour ce qui est moins intéressant en termes de molécules et qui va affaiblir gustativement le distillat. Et Jules, vous nous avez apporté le distillat, justement. Oui, tout à fait. Ici, j'ai un petit bocal du New Make Spirit, c'est-à-dire le distillat. Ouais. Le New Make, c'est le mot anglais pour... Exactement. Ce qui sort de l'alambic après la deuxième distillation. C'est-à-dire ça, c'est le cœur, en fait. Oui, c'est le cœur. Tout à fait. C'est un liquide transparent, clair, mais vous allez voir, c'est pas du vodka, ça. Oui, parce que c'est vrai que beaucoup de gens s'imaginent que quand un spiritueux sort de l'alambic, il a déjà sa couleur plus ou moins définitive. Pas du tout. Pas du tout. Tous les spiritueux, tous sont clairs, mais clairs comme de l'eau de roche, en sortant d'un alambic. En fait, ce que j'ai dans la main, là, c'est pas du whisky. Pour être un whisky, ça doit, au moins un scotch, ça doit être vieilli. Ça doit avoir vieilli. 3 ans minimum. 3 ans, tout à fait. C'est le distillat, c'est le New Make. Il fait combien de degrés? Celui-ci, c'est à peu près 69 degrés. D'accord. Donc, c'est pas pour boire, ne le buvez pas. De toute façon, c'est intéressant de le sentir. Parce que vous allez voir, il y a des arômes qui s'en dégagent. Ah oui, clairement. Tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, la qualité d'un distillat, c'est fondamental pour. C'est ce qui va vraiment donner ensuite la qualité du whisky. C'est la base. Mm-hmm. C'est la base. Et c'est là où on voit, on note très très clairement ces notes fruitées qui viennent de la fermentation, qui ont été gardées
en effet. Ah ouais. Oui, Pendant on a l'étape pure une finalement du distillation. style Glenlivet, Mhm. avant toute évolution due au vieillissement et au fût. Enfin, maintenant qu'on a ce distillat entre les mains, c'est pas du tout la fin de l'histoire, ce n'est que le début. Il va maintenant falloir glisser ce New Make dans des fûts pour obtenir du whisky. Et ça, on vous le raconte tout de suite dans l'épisode 3.